Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information dans l'actualité de la mi-journée d'aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a reçu les copies figurées des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs. Vous suivrez le point dans cette édition. L'Allemagne impose des restrictions drastiques aux personnes non vaccinées face à une nouvelle poussée épidémique, des mesures qui ressemblent à un quasi-confinement. C'est tout pour le sommaire. Le développement dans un instant. À nouveau, bonjour. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi a reçu ce jeudi les copies figurées des lettres de créance de 5 nouveaux ambassadeurs près notre République. La cérémonie qui s'est déroulée au cabinet du ministre a permis aux différents ambassadeurs d'évoquer les perspectives d'intensification des relations de coopération entre leurs pays respectifs et le Bénin. Compte rendu de Clémence Tonoucoin. L'ambassadeur résident de la Libye près le Bénin a été le premier de la série des 5 à avoir présenté la copie figurée de sa lettre de créance au ministre Aurélien Agbenonsi. Omar Abdel Hadi Al-Farghani entend donner un nouveau souffle aux relations entre la Libye et le Bénin. La priorité, c'est de redynamiser les relations qui lient les deux pays, car depuis 10 ans, il y a un flottement au niveau des relations qui nous lient ensemble. Maintenant, la priorité, c'est redynamiser cette relation. À sa suite, c'est l'ambassadeur non résident de la République de la Guinée équatoriale près le Bénin qui s'est livré au même exercice. Francisco Edou Ngouamangue se donne pour priorité le renforcement de la coopération entre les deux pays. L'impression avec le ministre, c'est qu'on va renforcer maintenant notre coopération entre les deux pays, dans tous les secteurs. C'est ça que mon gouvernement veut. De priorité, de renforcer la coopération entre les deux pays en tous les secteurs. Le troisième sur la liste est l'ambassadeur non résident de l'État d'Israël près le Bénin. Léo Vinovetsky veut travailler à rendre la coopération entre les deux États plus fructueuse. Même si je suis très heureux de servir déjà Abidjan, qui est en Côte d'Ivoire, qui est un très beau pays, je suis également honoré d'aujourd'hui être ambassadeur plénipotentiaire de la République d'Israël auprès le Bénin. Alors, c'est un nouveau chapitre que nous ouvrons en termes donc de relations entre nos deux pays. Il faut dire que nos relations datent d'assez longtemps. Et c'est des relations assez fortes, assez étroites. Et notre objectif est de pouvoir faire en sorte de renforcer donc ces relations et de faire en sorte que la coopération entre nos deux pays soit de plus en plus fructueuse. L'exercice a été le même pour Faisal Ibrahim Al-Jirafi Al-Gandhi, ambassadeur non résident du Royaume d'Arabie Saoudite près le Bénin. Entre autres sujets abordés, l'organisation de la première session de la commission mixte entre l'Arabie Saoudite et le Bénin prévue pour janvier prochain. Parmi les points abordés, il y a le point concernant l'organisation de la première session de la grande commission mixte entre l'Arabie Saoudite et la République du Bénin. Donc, dans ce sens, nous avons quand même discuté de certains points clés qui vont être au rendez-vous lors de cette commission mixte qui se tiendra du 18 au 20 janvier prochain. Monsieur le ministre a insisté beaucoup sur les résultats de cette coopération entre la République du Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et nous nous sommes entendus pour qu'on puisse quand même travailler dans ce sens-là, pour pouvoir concrétiser, c'est-à-dire les objectifs communs. L'ambassadeur non résident de la République d'Australie près le Bénin a été le dernier sur la liste. Avec lui, l'exercice n'a pas changé. Je parle avec Monsieur le ministre sur le désir du gouvernement du Bénin pour le développement, particulièrement dans l'environnement du training pour le vocationnel. Je dis sur le contact culturel entre le Bénin et l'Australie et j'ai présenté une peinture de les autochtones australiens qui
qui décrit la terre de l'Australie. Et je congratule le ministère sur la réparation de patrimoine national de France. Dans les tout prochains jours, ces nouveaux ambassadeurs vont transmettre au chef de l'État leur lettre de crédit. Puisque nous sommes à Cotonou, restons-y et allons directement au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale où par un message audio, le ministre Raphaël Akoteyong a abrogé l'arrêté préfectoral portant sur la réorganisation de la circulation des bus communément appelés Tokpa Tokpa et les taxis dans la ville de Cotonou. La mise en application du dit arrêté préfectoral a débuté le lundi 29 novembre pour prendre fin hier jeudi 2 décembre à 10h. Dans le message radio adressé au préfet Alain Sourou Orula, il lui est également interdit de prendre toutes sortes d'arrêtés jusqu'à nouvel ordre d'adhésion, quoique bien accueillir ne suscite pas forcément l'adhésion de toutes les franges de la population. Suivez à travers ce reportage de Aimé Juste Defoji les réactions de certains usagers et chauffeurs du marché Tokpa rencontrés sur place. C'est une liesse populaire au marché d'Antokpa après l'annonce de la suspension de la décision préfectorale réorganisant la circulation des minibus à Cotonou. 2 jours seulement d'application qui aurait été un calvaire pour les chauffeurs et clients. Depuis lundi, ça n'a pas été du tout facile. C'était la misère totale à nous tous et à nos mamans marchandes. Depuis lundi, nous sommes tous affamés. Nous venons nous entasser ici seulement. Ceux qui viennent de Bounou n'ont pas de clients. Ceux qui viennent de Wenri et Ketou, pareil. Et les femmes se plaignaient surtout que la fête s'approche. Désormais, les prières pleuvent à l'endroit du ministre Raphaël Akoteyong en reconnaissance à cette décision. La décision du ministre aujourd'hui, nous tous, on est contents. On est content, on est très content, on est ravis. Et que Dieu soit avec lui. Que Dieu bénisse celui qui a pris cette décision. Qu'il soit béni, celui qui a pris cette décision. Que Dieu bénisse ses enfants et nous bénisse également. L'auteur de cette décision aura la longévité. Il vivra plus longtemps que les fers des rails. Malgré l'euphorie, des chauffeurs trouvent l'arrêté préfectoral fondé et sujet une réorganisation du transport à Cotonou. Le site de l'abattoir, si on nous laisse s'habituer quand même, pour quelques jours, quelques mois, je pense que ce site-là va donner au moins une satisfaction, surtout aux transporteurs. Parce qu'on voit que nous sommes même plus à l'aise ici. Mais si le préfet, il avait dit qu'on va rester encore à Tokpa là, il n'y avait pas qu'à Tokpa et le Tokpa B. Donc aussi, ils peuvent encore sécuriser ce parc-là pour nous les citoyens, ça nous fait encore plaisir. Il faut noter qu'après l'annonce de la décision de suspension de l'arrêté préfectoral qui réorganise la circulation des Tokpa Tokpa à Cotonou, les barrières érigées par les policiers au niveau du marché d'Antokpa ont été levées. Suite à cette décision du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, le secrétaire général de l'Organisation syndicale des conducteurs de taxi-ville du Bénin, Abraham Agbouakounou, a réagi ce matin sur le plateau de l'émission Matin d'Éden avec Corneille Aïssé. Suivez ses propos. Nous, on n'apprécie pas cette décision du ministre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis hier. Dans la matinée, parce que déjà il faut comprendre que Cotonou est pratiquement la dernière grande ville à réformer, à réorganiser la mobilité dans sa commune. Toutes les communes l'ont déjà pratiquement fait. Si vous prenez Porto Novo aujourd'hui, c'est interdit de prendre les véhicules n'importe où pour venir, que ce soit à Cotonou ou bien pour aller vers une autre ville. Ça voudra dire que ce que les bonnes dames ont commencé par crier, en fait, surtout la population de Porto Novo qui se déplace sur Cotonou, ça se passe déjà chez eux depuis. Aujourd'hui, avant qu'elles ne prennent le taxi, elles viennent sur les parcs de chargement, sur les gares routières. Mais pourquoi, quand elles vont descendre à Cotonou, elles ne peuvent pas prendre ces mêmes moyens-là pour se rendre à Nantokpa? Toute ma question est là.
La malorganisation du secteur, le relâchement des autorités a permis que toutes les rues de Cotonou se sont transformées en gares routières. Réellement, moi personnellement et toute l'organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin, nous regrettons cet acte-là du ministre, parce qu'il faut aussi reconnaître que avec l'arrêté du préfet, la mobilité urbaine, le taxi ville, qui hier était le moyen d'excellence de déplacement dans Cotonou, a commencé déjà en 3 jours, a commencé par renaître de ses cendres. Parce que qu'est-ce qui a tué le taxi ville? Et aujourd'hui, lorsqu'on veut faire le débat, tout le monde commence par dire que vous n'existez plus à Cotonou, vous traversez Cotonou. Parce que la chose n'est pas organisée. Parce que tous les véhicules en provenance des autres villes ont accès dans toute la ville et dans toutes les contrées. Mais dans ces conditions, cette catégorie de transport ne peut pas survivre. Hors de nos frontières à présent, Emmanuel Macron a entamé sa tournée express aujourd'hui ce matin dans le Golfe Persique. Un déplacement de 48 heures au cours duquel le chef de l'État français se rend aux Émirats arabes, au Qatar et en Arabie saoudite. Sa première étape est Dubaï où il vient de signer un contrat d'achat de 80 avions Rafale. C'est le plus gros contrat d'armement de l'histoire de la France et cet accord intervient malgré les controverses au sujet de la vente d'armes aux pays du Golfe. Reportage. Emmanuel Macron se rend durant 2 jours aux Émirats arabes unis, au Qatar et en Arabie saoudite. Avec un attelage de compétition, plusieurs ministres, dont Jean-Yves Le Drian aux Affaires étrangères, Bruno Le Maire à l'économie ou Florence Parly aux armées, en goguette avec quelques grands patrons de l'aéronautique ou de la sécurité. Le locataire de l'Élysée souhaite renforcer la coopération dans tous les domaines, au niveau culturel comme commercial. Il évoquera les crises dans le Golfe, le terrorisme, les élections en Libye, la réconciliation avec le Liban, se posant en puissance d'équilibre, selon un conseiller du président. Mais comme souvent dans cette région, l'enjeu est aussi de conclure de juteux contrats de vente d'armes. Selon Anouar Gargache, le conseiller de Mohamed Ben Zayed, prince héritier des Émirats, la France a construit avec l'État fédéral une très bonne relation au fil des années, avec un alignement sur les questions stratégiques. Il figure au 5e rang des commandes d'armes passées à la France dans la période 2011-2020. L'Arabie saoudite étant en 3e position et le Qatar en 2e. Que penser de cette énième vente d'armes? Amnesty International avait bien, dès 2019, signalé que des milices soutenues par les Émirats utilisaient des armes françaises au Yémen. Ce qui ne semble pas entrer dans les préoccupations d'Emmanuel Macron, qui va bien s'entretenir avec Mohamed Ben Zayed. Le leader émirati fait pourtant l'objet, en toute simplicité, d'une enquête en France pour complicité d'actes de torture qui auraient été commis dans des centres de détention. Les prisons émiraties ont la main un peu lourde, c'est un euphémisme envers les opposants politiques ou les espions présumés ou encore des Yéménites œuvrant dans le camp opposé au leur. Torture, y compris électrocution, détention dans des trous, sortez les mouchoirs, mais surtout pour les mettre sur vos scrupules. Après MBZ, Emmanuel Macron rencontrera MBS en Arabie saoudite. Mohamed Ben Salman se veut prince réformateur, mais il a peut-être surtout réformé une vie, celle de Jamal Khashoggi, opposant à Riyad. Le journaliste fut torturé et démembré en octobre 2018 dans le consulat d'Arabie saoudite à Istanbul par des proches du prince. La CIA déduit, grâce aux écoutes et enregistrements de la mise à mort du journaliste, que Mohamed Ben Salman était probablement le commanditaire de l'assassinat et qu'il a été tenu au courant de chaque détail de l'opération. Cela a jeté un froid conséquent dans les relations internationales, mais Emmanuel Macron ira briser la glace. C'est une des premières visites d'un dirigeant occidental depuis la mise à mort de Jamal Khashoggi. Il faut savoir qu'en 2020, l'Arabie saoudite est devenue le premier client de la France dans ce domaine. Ça rapproche. Signataire du traité international sur le commerce des armes, la France ne peut vendre du matériel militaire qui servirait à anéantir des civils. Florence Parly avait juré que ces armes vendues aux Saoudiens n'étaient utilisées qu'à but défensif, à sa connaissance, contre le terrorisme et pas offensif au Yémen. Sauf qu'en avril 2019, le média d'investigation Disclose avait révélé, grâce à des documents de la direction du renseignement militaire, que certaines armes françaises vendues aux Saoudiens avaient bien été repérées sur le terrain yéménite. La guerre au Yémen a causé la mort de 377 000 personnes depuis 2015, d'après l'ONU, dont 150 000 au combat et plus de 12 000 civils.
Mais rassurons-nous, selon la presse, les sujets sensibles du respect des droits de l'homme devraient être également évoqués. Entre le martyre des populations yéménites et la dissolution présumée du corps de Jamal Khashoggi dans de l'acide, les conversations promettent d'être animées. À moins qu'on ne parle plutôt business, avec des rires en rafale. Et en Allemagne, face à une nouvelle poussée épidémique, il est imposé des restrictions drastiques aux personnes non vaccinées. Interdiction d'accès au commerce non essentiel, aux restaurants et même aux lieux de culture ou de loisirs. Des mesures qui ressemblent à un quasiment confinement. Suivez. C'est la dernière de son long parcours de chancelière allemande. Angela Merkel a tenu une conférence de presse en compagnie de son successeur Olaf Scholz. Elle a détaillé les mesures qui entrent en vigueur dès aujourd'hui pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 en Allemagne. Nous allons réserver dans toute l'Allemagne l'accès aux infrastructures et aux événements de la culture et des loisirs, indépendamment de l'incidence, uniquement aux personnes vaccinées et guéries. Il est également possible de faire un test complémentaire selon si la personne est vaccinée, guérie ou testée. Les règles 2G, vaccinés ou guéris, sont également étendues au commerce de détail, sauf pour les magasins de consommation courante. D'autres nouvelles restrictions vont également toucher l'ensemble de la population allemande. La fréquentation des grands rassemblements, comme les matchs de football de la Bundesliga, devra être plafonnée à 30% de la capacité d'accueil totale. Les clubs et boîtes de nuit vont à nouveau fermer dans les zones où le taux d'incidence hebdomadaire dépasse 350, soit 9 régions sur 16, y compris la capitale. Par ailleurs, le port du masque redevient obligatoire dans les établissements scolaires du pays. Ce durcissement des restrictions intervient alors que la vaccination obligatoire est en cours de discussion au Parlement. Je suis heureux que le Bundestag allemand ait commencé à délibérer et à discuter de l'introduction d'une obligation de vaccination pour les institutions dans lesquelles les citoyennes et les citoyens particulièrement sensibles doivent être protégés, comme les établissements de soins et les hôpitaux. Nous aurons aussi un vote ouvert au Bundestag sur une obligation générale de vaccination. Je pense que les choses vont avancer et je suis confiant que le Bundestag prendra une telle décision. Mercredi soir à Munich, le mouvement anti-vaccin Querdenken organisait une manifestation pour protester contre ces nouvelles mesures. Elle a donné lieu à quelques échanges houleux avec les forces de l'ordre. Près de 70% des Allemands et 80% des adultes sont aujourd'hui vaccinés. Avant la réunion de cet après-midi, le ministre sortant de la Santé, Jens Spahn, avait qualifié le dispositif à venir de confinement, pour ainsi dire, des personnes non vaccinées. Au Japon, volte-face du gouvernement après avoir annoncé la suspension de toutes les réservations de vols en destination du pays. L'exécutif est revenu sur sa déclaration suite aux nombreuses critiques enregistrées pour l'assouplissement des durcissements. Depuis le début de l'épidémie, l'archipel s'appuie sur la politique frontalière pour lutter contre la propagation du virus. Reportage. Vol annulé. Les panneaux d'affichage de l'aéroport Narita traduisent la politique sanitaire du gouvernement nippon. Le Japon a voulu se barricader face au variant Omicron, mais peut-être un peu trop vite et un peu trop fort. Ce mercredi, le Premier ministre annonçait la suspension de toutes les nouvelles réservations à destination de l'archipel jusqu'à la fin du mois de décembre. Une mesure jugée trop stricte par la population. Je vis au Japon depuis 2 ans, depuis le début du Covid. Je pense que le Japon a été de loin le pays le plus strict en ce qui concerne l'épidémie et l'interdiction des étrangers explique encore une fois à quel point le Japon se montre strict en général. Sous pression, le gouvernement est revenu ce jeudi sur sa décision pour permettre aux ressortissants japonais de rentrer à l'approche de Noël. J'ai demandé au ministre des Transports de prêter pleinement attention aux besoins des citoyens japonais qui souhaitent rentrer chez eux. Une mesure qui reste stricte, avec une limite imposée à 3500 arrivées internationales par jour, contre 5000 auparavant. Une décision que le gouvernement japonais a préférée à d'autres mesures pour endiguer l'épidémie. La campagne de vaccination reste lente dans le pays et les centres commencent à être démantelés.
En ce qui concerne les injections de rappel, le ministère de la Défense n'envisage pas d'utiliser ce centre pour le moment. Notre combat contre le coronavirus, y compris le variant Omicron, n'est pas encore terminé. Nous devons nous y préparer. Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec près de 18 000 morts depuis début 2020. Confiner l'archipel entier pour ne pas confiner les habitants, une stratégie propre au gouvernement nippon et qui semble payer. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, à savoir Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.bene-eden.tv.